Les gens qui sont un peu mystiques disent que c'est le cœur du monde. Le cœur du monde, c'est le centre énergétique du monde. La Sierra Nevada de Santa Marta. J'avais un idole dans la musique française qui est devenu mon copain. Il était au bord du suicide. Et je lui dis, moi en mars, je pars en Colombie, viens avec moi. Il a pris un billet pour 3 mois, il est resté 30 ans. Et il est monté tout seul dans la Sierra Nevada, à la Ciudad Perdida. Normalement, il s'est obligé d'avoir un guide. Lui, il était un peu foufou, il est monté tout seul. Et il a eu une vision. Alors, il n'avait pas bu, il n'était pas drogué, il a eu une vision. Plusieurs mois après, à Bogota, il s'est rendu compte que sa vision, c'était un dieu hindou. Et donc, il est devenu mystique, il est devenu bouddhiste. Il a laissé l'alcool, les femmes, le tabac, la musique, tout. Et il est parti vivre en Inde. Et en Inde, il m'a raconté, parce qu'il est revenu après, il m'a raconté qu'il avait parlé avec des lamas. Et les lamas, ils savaient que le centre énergétique du monde, c'était Santa Marta. Moi, je suis un homme, mes silences parlent plus que mes mots. Là, j'ai jamais autant parlé de ma vie, et en plus, devant une caméra, je suis photophobico. Normalement, je laisse personne prendre des photos de moi, encore moins des vidéos. Et depuis que je suis né, ma mère me raconte que mes photos, elles sont comme ça, etc. Je sais pas. En fait, je suis arrivé en Colombie dans des bateaux à roues qui genre Mississippi, mais sur l'Amazonie. Donc vu qu'on était, on n'avait pas beaucoup, très peu d'argent, on a négocié avec le mec qui s'occupait, le capitaine. On dormait avec l'équipage dans des hamacs, pendant que les riches américains là-haut, ils avaient toutes les commodités. Et on arrive à Santa Marta avec notre image qui nous obsédait, c'était les mers Caraïbes. Dans le train, on a rencontré un couple, c'était une Américaine et un Français. On a commencé à parler et tout. Et on leur a dit, nous, on descend du train, on va direct à la plage se baigner. On veut le baptême des mers Caraïbes. Ah, ok, on va avec vous. Donc, on arrive à la plage. Eux, ils étaient là en train de se bécoter et tout. Donc, on leur a dit, bon, restez là, nous, on va se baigner, mais vous surveillez les affaires. Oui, pas de problème et tout. Et en fait, ils n'ont pas bien surveillé les affaires. Quand on est revenu, on n'avait plus de bagages. Donc plus d'argent, plus de passeport, plus d'habits, plus de chaussures. On était juste avec nos shorts de bain. Mouillés. Donc voilà l'histoire, le début de l'histoire. Bienvenue à la puerta de la puerta. Ça c'est un salon, c'est la même artiste qui a peint tous les tableaux de la Puerta, c'est elle qui a créé le logo de la Puerta, et la Puerta s'appelle la Puerta en hommage à son talent. On la voit en photo tout là-haut, on la voit pas très bien, mais bon, elle est là, elle nous protège, elle nous suit. Malheureusement, elle est décédée il y a plusieurs années, elle avait d'énormes problèmes de santé. Et l'histoire, c'est qu'elle venait d'une famille multimilliardaire, une des familles les plus riches de Colombie, mais sa famille pensait qu'elle était folle, parce que parfois elle était pieds nus dans la rue, elle n'avait pas toutes ses dents, elle n'avait pas toute sa tête, mais c'est un génie. Elle a écrit des livres, elle était poète, elle était artiste. Donc quand on allait la voir dans sa maison, elle était obligée de crier aux gardes du corps, la puerta, la puerta. Et c'est pour ça, tout le monde nous dit, ah la puerta c'est à cause des danses, c'est les portes de la perception d'Audo Succès. Non, c'est à cause de Josefa Zúñiga, cette grande artiste dont l'âme est restée à la puerta. Je dis toujours, c'est sûrement la raison pour laquelle Santa Marta m'a autant
fasciné et attrapé, c'est que toute cette période où on a vécu comme des clochards, en fait, on a vu que le cœur des gens ici était énorme. Avec 1 peso, on arrivait à acheter 2 bananes et un bout de chocolat, donc ça nous calait la faim et tout. Souvent, on tirait les filets avec les pêcheurs qui nous donnaient des poissons pour nous remercier. Bon, on a vécu la débrouille et c'était une période vraiment incroyable, quoi, fabuleuse. Et donc, on est revenu en France, mais genre à moitié pieds nus, avec des fringues qu'on nous avait filées. C'était un truc vraiment folklorique, quoi. Et après, j'ai eu qu'une obsession dans ma vie, c'est revenir et revenir et revenir et revenir, en sachant qu'un jour, je m'installerai définitivement en Colombie. À Santa Marta. À Santa Marta. Quand je suis revenu avec mon copain, ce fameux musicien, d'un talent inouï, quoi. Et moi, j'étais fou de la musique locale qui s'appelle le vallenato. C'est le folklore qui peut être joué soit à la guitare, soit à l'accordéon. Et donc, lui, il a été contaminé aussi. Il est devenu aussi vallenatero. Et donc, on a commencé à jouer. Bon, nous, on jouait du blues, du rock, des ballades et tout, mais on a commencé à inclure dans notre répertoire du vallenato. Et on faisait ça vraiment comme des amateurs, quoi. C'est-à-dire que c'était pas notre façon de vivre. C'était pas, on ne gagnait pas d'argent à l'époque. Et un jour, je voulais connaître le plus gros festival de vallenato qui est à Valledupar, à 4 heures de bus de Santa Marta. Donc lui il n'est pas venu parce qu'à l'époque il était prof d'anglais à l'université. Et donc j'étais tout seul. J'ai rencontré plein de gens, plein de musiciens et tout. C'était une expérience fabuleuse. Et la première soirée où je suis arrivé dans ce festival, j'ai rencontré un musicien très connu qui m'a invité dans une fête typique du festival. C'était l'accordéoniste du Binomio de Oro. À l'époque, c'était le... Non, ça c'est le chanteur. L'accordéoniste, c'est Israel Romero. Bon, j'ai connu les deux, mais j'étais beaucoup plus copain avec Israël. Et donc, il m'invite dans cette fête. Et bien sûr, ça picole, ça voit, on mange, on boit, et c'est jusqu'à l'aube, quoi. Et à un moment, je leur dis, ils apprennent que j'étais musicien. Ils me disent, ah bon, moi t'es musicien, tu vas chanter. Donc j'ai commencé à chanter un tube de vallenato. Et la deuxième strophe, je ne me rappelais plus les paroles, j'ai improvisé en français. Et le lendemain, avec une gueule de bois horrible, commence le festival, les festivités sur la place Alfonso Lopez, où tu as 20 000 personnes ou 30 000 personnes réunies, c'est un truc de folie. Et moi, avec ma gueule de bois et tout, oui. Et j'entends le présentateur dire « Et nous remarquons la présence du Français qui a causé fureur hier dans la fête chez Israel Romero, et qui va monter sur scène nous interpréter. » Alors moi je disais, en fait on m'a poussé pratiquement sur la scène. J'ai rechanté la même chanson avec la strophe en français. Et le lendemain, première page de tous les journaux, le français qui a fait halluciner tous les gens du festival et tout. Et donc là je me suis dit, ça va peut-être être le moyen pour pouvoir rester en Colombie. Premièrement, pour avoir un visa. À l'époque, c'était hyper compliqué d'avoir des visas de plus de 3 mois de touristes. Et pour pouvoir gagner ma vie comme musicien et tout. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ah, les gens, c'était la folie. Ils voulaient tous m'inviter à manger. Ils voulaient tous m'inviter
pour que je reste à dormir chez eux, que j'épouse leur fille. C'était un truc de folie, quoi. J'ai eu un flash en voyant tous ces articles de journaux, tous ces reportages, les radios qui me cherchaient, tout. C'était un truc. Oui, c'était un truc de folie. J'ai été le premier étranger à monter sur la scène de la tarima Alfonso López à Valledupar. Après sont arrivés Marc Anthony, Juan Luis Guerra, le Grand Combo de Puerto Rico, mais en fait il n'y avait jamais eu un étranger qui s'était intéressé. C'était Rémi de Paris, le premier. Voilà. Et donc là on a commencé à prendre ça au sérieux et on s'est dit on va déménager à Bogota. Et un jour je reçois un coup de téléphone. J'appelle de la part de Enrique Santos Calderón pour vous inviter ce soir à faire la sérénade à Gabriel García Márquez dans la maison de la journaliste et tout. Voici l'adresse, on vous attend à 8h. Alors nous on était comme des fous parce qu'on était tout hyper fans de García Márquez. Il revenait de son exil du Mexique pour se réinstaller en Colombie et c'était nous qu'on appelait pour chanter dans sa fête. C'était un truc de folie, quoi. Donc on arrive dans cet appartement, que des ministres, des présidents, Rafael Escalona, les plus grands chanteurs, les plus grands compositeurs, Daniel Samper Pisano, c'était un truc vraiment de folie. Mais malheureusement à l'époque on ne connaissait pas vraiment le nom ou l'image de tous ces gens-là, mais par la suite on a su qui était là. Et on a commencé à chanter, et ça a été un truc de folie. García Márquez et sa femme qui chantaient avec nous les couplets de nos chansons. Nous on pleurait, quoi. Notre chanson qui avait gagné San Juan del César s'appelait Mi Universidad Vallenata. Estaba solo en París, extrañando a mis amigos, a todos estos colombianos que interpretan el folclore con el alma y el corazón. Et donc le refrain c'est Y mi universidad es vallenata. Et donc on était avec 40 personnes et qui chantaient Y mi universidad es vallenata. Porque soy un estudiante en la universidad. Porque soy un estudiante en la universidad. Y mi universidad es vallenata. Y mi universidad es vallenata. Et une semaine après, ou 2 semaines après, en première page de la section culturelle du Tiempo. Tiempo, c'est le journal le plus lu en Colombie. Le dimanche, tout le monde achète, même s'ils n'achètent pas la semaine, tout le monde achète l'édition du dimanche. Première page, nous en photo, et le texte qui dit « Ce soir-là, la vedette n'était ni García Márquez, ni, je ne sais pas qui c'était le président à l'époque, Belisario Betancourt, ni Rafael Escalona, c'était les Chipi Chipi et une page entière sur notre histoire. Et à partir de ce moment-là, les gens ils ont commencé à nous appeler pour des concerts. Ce qui s'est passé, c'est après la révélation mystique qui s'est mis il est resté à Bogota, il était plus genre latin jazz après et tout. Il avait mis de côté tout ce qui était rock'n'roll, blues et vallenato et tout ça. Il est devenu vraiment très mystique, on a continué à être amis, mais voilà, le cordon musical voilà. Et c'était en 2005 et c'est là où on a commencé l'aventure de la Puerta, qui vient de fêter ses 17 ans.